Alors, Denis François, expert, président d'une grande compagnie d'experts. Il y a d'ailleurs dans la salle aussi le délégué général de la Chambre des experts de la FNAIM, que je remercie d'être avec nous. Au fond, l'intervention de Denis aurait pu être la seule ce matin parce qu'on a tourné, c'était l'intuition de départ, je l'ai dit, autour de l'idée qu'il pouvait y avoir une valorisation, jusque y compris au sens vénal du terme, majoration de la valeur et du prix des immeubles résidentiels sur le mode de ce qu'on constate, mais tu pourras revenir sur ce sujet, en matière tertiaire ou commerciale. Alors, quelle est l'approche aujourd'hui d'un expert qui, lui aussi, est un homme du futur, qui doit en permanence anticiper lorsqu'il valorise un immeuble, il doit constater ce que la valeur est aujourd'hui, mais aussi ce qu'elle peut devenir. Denis a pris part, et en particulier un proche collaborateur de Denis a été assidu à tous nos travaux. Il est aussi à l'origine de ce qu'on a produit. Voilà, quelle approche fais-tu? Est-ce que c'est un sujet encore métaphysique pour un expert sur le marché parisien ou sur d'autres marchés français? Ou est-ce que c'est intégré dans votre logiciel professionnel, si je puis dire? Alors, quand quelqu'un vient nous trouver, une entreprise ou un particulier, il nous pose grosso modo 2 catégories de questions. Il nous dit combien ça vaut? Est-ce que ça vaut plus cher? Est-ce que ça vaut moins cher? Effectivement, quelle sera la tendance demain? C'est-à-dire, est-ce que j'achète aujourd'hui ou ce dont je suis propriétaire aujourd'hui, la valeur a des chances d'augmenter ou de décliner parce que ça va orienter mon choix. Il va nous demander aussi, d'une façon qui sera peut-être moins quantitative, est-ce que c'est mieux? Et ça, c'est pas facile à chiffrer, c'est mieux. C'est mieux parce qu'on n'en voit pas forcément la traduction en espèces sonnantes et trébuchantes, en tout cas immédiatement sur le marché. Alors, par rapport à ça, il y a un parallèle qui est assez intéressant, qui a été commencé, mais on l'a poursuivi un petit peu avec cette table ronde-ci, mais lors de la table ronde, de la fin de la table ronde précédente, qui est avec ce qui s'est passé pour l'environnement, les normes environnementales et la valeur verte. En fait, il y a 3 choses. Il y a la loi, ce que la loi vous demande ou vous oblige de faire. Il y a les exigences du public, du client final. Et puis, il y a le marché et le contexte économique du moment. Et il faut mettre ces 3 choses-là dans un shaker et essayer de s'y retrouver. Ce n'est pas toujours facile. C'est un vrai défi. Alors, pour ce qui est de la loi, il est évident, on y a déjà plus ou moins répondu. Pour les nouveaux immeubles, il n'y aura pas de différence puisque ce sera automatiquement, ils seront équipés avec la fibre. Pour ce qui est des immeubles anciens, la vraie question, c'est à quel moment ceux qui ne sont pas équipés vont se trouver pénalisés ou à quel moment ceux qui se trouvent équipés pourront éventuellement soit se louer plus cher, soit se vendre plus cher. Et là, on retombe sur le 3e critère qui est la problématique de marché. Parce que quand vous êtes dans un marché, dans un contexte économique qui n'est pas très bon, et dans un marché, à l'inverse, qui n'est pas très offreur, le choix, la traduction du choix des gens dans le prix, c'est-à-dire dans le loyer ou les charges, et dans la valeur vénale, il est automatiquement décalé. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'on a un phénomène de bascule. On l'a bien vu, on le voit déjà, c'est déjà en cours pour les normes environnementales, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le critère de choix et donc de valeur, la valeur étant certes chiffrée en euros sur le loyer ou sur la valeur vénale, mais la valeur, c'est aussi la décision de l'entreprise ou du particulier qui va aller plus vite vers un immeuble. Il est certain qu'il y a 2-3 ans, des surfaces importantes en bureaux, des surfaces neuves, ça se louait plus vite s'il y avait les normes environnementales. Aujourd'hui, ils sont tous, on ne conçoit plus de sortir un immeuble neuf qui ne soit pas un minimum vert. Et donc, automatiquement, ça s'est nivelé. Et la question arrive sur l'ancien. Je pense que c'est exactement le même problème pour la fibre. Et donc, il y a souvent un mouvement de bascule parce il faut un certain temps pour que les gens appréhendent ce que c'est, un certain temps pour que les gens soient demandeurs et un autre temps pour que ça se traduise dans les faits en espèces sonnantes et trébuchantes, c'est-à-dire en décision d'achat ou de location et en acceptation
d'un prix ou pas. Comme on est dans un contexte économique difficile, aujourd'hui, qu'est-ce que les gens vous disent? Qu'est-ce que disent tous les utilisateurs? Ils vous disent oui, on veut des immeubles verts, on veut du HQE, on veut du BBC, etc. Bon, ils disent pas on veut payer moins cher. Ils disent on veut payer, on peut pas payer plus cher. On veut tous ces services-là, mais on veut pas payer plus cher. Quand on est dans une période de croissance économique, c'est plus facile d'essayer de vendre plus cher. Bon, mais là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un contexte économique de contraintes où les gens font attention, etc. Et donc, payer quelque chose en plus, c'est pas évident. Et donc, on ne le retrouve pas au niveau de forcément au niveau de la valeur vénale, en tout cas, on ne le retrouve pas encore. Après ça, il y a l'effet de mode. Alors là, l'effet de mode, c'est extrêmement ravageur parce que ça a été aussi évoqué entre les lignes dans les interventions il y a quelques instants. C'est-à-dire que pendant un moment, on va pas voir, ça va pas changer beaucoup l'exigence des gens, ce que les Anglais appellent les requirements. Et puis tout d'un coup, on va basculer. Et là, à ce moment-là, ça va devenir quelque chose d'incontournable, d'obligatoire et de très pénalisant si on ne l'a pas ou si on est retardé pour y avoir accès par rapport à d'autres. Donc effectivement, c'est assez compliqué à traduire en termes d'évaluation parce que vous avez une problématique de loi qui vient couper le marché en deux. Il y a ce qui est obligatoire, ben on l'a. Ce qui n'est pas obligatoire, on l'a ou on ne l'a pas. Vous avez une problématique de délai dans le temps de l'expression de ce que les gens souhaitent quand ils font un acte économique. Et puis vous avez le contexte économique du moment. On a un contexte économique qui est un contexte de croissance ou un contexte de stagnation ou de récession. Et on a un marché immobilier qui est offreur ou pas offreur. Il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'on n'a pas un marché qui est caractérisé sur le plan résidentiel par une suroffre. Donc automatiquement, ça retarde l'appréhension du critère de choix, puisque finalement, on prend ce qu'on trouve. Alors justement, une question, je distinguais, mais peut-être de façon abusive tout à l'heure, les zones tendues, mais qui sont aussi d'ailleurs les zones prioritaires pour le déploiement de la fibre, et puis les zones non tendues. Zones tendues, non tendues, rapport entre l'offre et la demande qui est inversé. Paris, tout à l'heure quelqu'un disait, quand on y choisit un logement, c'est Hervé Parent, finalement, à Paris, première couronne, on prend ce qu'on peut, qu'on soit candidat locataire ou qu'on soit accédant. Ça ne va pas être le cas sur d'autres marchés de l'Île-de-France ou du Grand Paris, où on va aller jusqu'à des zones détendues. Est-ce qu'effectivement on a ce nuancier et est-ce qu'aujourd'hui la prégnance du critère équipement très haut débit est nulle en marché tendu, très forte en marché détendu, ou est-ce que même en marché tendu on a néanmoins une réalité de ce critère? Aujourd'hui, je pense qu'en marché tendu, c'est-à-dire sur un marché où il n'y a pas d'offre, la différence est très peu perceptible. Par contre, ce que je pense, c'est que ça peut aller extrêmement vite. Extrêmement vite. C'est-à-dire qu'en 2 ans ou 3 ans, les choses soient complètement changées. Il y a une chose qui, à mon avis, va beaucoup bouger dans les années qui viennent. Moi, je constate l'évolution dans mon métier. C'est le télétravail. On a de plus en plus affaire au télétravail. Et moi, je suis plus du tout patient. Je travaille à la maison, souvent tôt le matin, ou un peu plus tard le soir, ou le week-end. Je vais beaucoup moins au bureau. Le week-end, par exemple. Moi, je me souviens des périodes en matière d'évaluation immobilière. On a énormément d'évaluations pour les investisseurs, notamment en fin d'année. Hein. Donc, on avait l'habitude d'ouvrir le bureau le samedi. On est charrette, comme disent voilà, pour les experts. C'est les acquisitions, les dernières acquisitions de fin d'année et puis les expertises de fin d'année. On ouvre vraiment très rarement le samedi aujourd'hui parce que les gens travaillent chez eux et qu'on va avoir, je pense, de plus en plus tendance au télétravail. Et donc, une exigence des gens dans l'accès à l'information et dans l'accès au réseau en général qui va être extrêmement importante. Et ça, je pense que c'est d'ailleurs une petite révolution qui viendra pour le bureau, parce qu'il y aura toujours des bureaux, mais là aussi, on voit déjà qu'ils sont plus conçus de la même manière. Et donc, ce que je veux dire, c'est que de mon point de vue, c'est pas constatable en zone tendue pour l'instant, mais ça peut venir extrêmement rapidement. C'est-à-dire, quand je dis rapidement, c'est 2 ans. D'accord. Alors, une autre question très précise sur la réalité et l'importance du critère équipement très haut débit. Ne peut-on pas dire, on a donné des exemples tout à l'heure, on a parlé d'une résidence secondaire à une demi-heure ou 3/4 d'heure de Paris,
dont la clientèle naturelle est forcément une famille d'actifs, un couple d'actifs. On a parlé d'un studio qui a vocation à être loué à un étudiant au cœur de Paris ou de telle autre ville universitaire. Est-ce que pour certains biens, même en zone tendue, on va de toute façon trouver ce critère comme une condition de la liquidité? Et est-ce que ça peut même être un critère de disqualification, hein? On parlait de telle résidence qu'on ne va pas acheter ou qu'on ne va pas louer parce qu'on sait qu'on ne pourra plus, le week-end, y poursuivre ses activités professionnelles. Quand on n'est pas en zone tendue, déjà, la situation se pose différemment. On va avoir un degré d'exigence qui va être plus fort sur l'équipement. Ça, c'est clair. Et deuxièmement, sur les exemples que vous citez, c'est-à-dire résidence secondaire, qui est un marché plutôt offreur aujourd'hui, hein. Et puis les résidences étudiantes, où là, on a affaire, par exemple, à une clientèle jeune, je pense qu'effectivement, de ne pas l'avoir, ce sera un handicap qu'on constatera sur la liquidité, c'est-à-dire sur le délai de vente ou sur le prix. Merci beaucoup, Denis. S'agissant de la relation entre les gestionnaires, les syndics de copropriété et les copropriétaires, dans le groupe de travail, il est apparu aussi, vous le verrez dans le livre de manière précise, il est apparu qu'on avait une chance sûrement autour du très haut débit de modifier la relation entre le syndic et les copropriétaires. Alors bon, on sait ce qu'on reproche au syndic, c'est d'être insuffisamment présent dans l'immeuble. Est-ce que ce n'est pas une façon d'arriver à y remédier? On lui reproche parfois une insuffisante information des copropriétaires, notamment sur l'évolution des charges, sur la consommation énergétique. Est-ce que ce n'est pas la solution aussi pour l'informer d'une manière générale de la vie technique et financière de l'immeuble? Il avait été évoqué aussi, pour finir, et l'avis de Citia là-dessus, les impératifs de sécurité. Le très haut débit donne le moyen d'une télésurveillance des parties communes, des parkings. Est-ce qu'autour de tout ça, il n'y a pas une demande à anticiper et peut-être déjà exprimée de la part des copropriétaires vis-à-vis des syndics? Alors, le rapport des copropriétaires et des syndics, c'est une longue histoire d'amour, hein, et comme toutes ces histoires d'amour, elles sont ponctuées parfois de certaines crises, mais l'intensité reste là. Effectivement, il y a une demande aujourd'hui de la part des copropriétaires d'aller de plus en plus dans l'information, dans la communication. C'est un métier qui, le syndic a longtemps considéré que comme il faisait son travail, il n'avait pas besoin de le dire, ils n'avaient qu'à le constater. Et puis voilà, hein, j'ai appelé le plombier, et puis voilà, si vous ne me rappelez pas, c'est que la fuite, elle est réglée. Je n'ai pas besoin de vous appeler pour vous dire, tiens, au fait, j'ai missionné tel plombier. Donc effectivement, s'il y avait un rapport du sachant, ou pseudo-sachant, pour certains d'ailleurs, vers le consommateur. Et encore, on ne considérait pas toujours d'ailleurs le copropriétaire comme un consommateur, parce qu'il y a un long débat sur savoir qui est le vrai client, est-ce que c'est la copropriété, le copropriétaire. Et donc c'est vrai que beaucoup de syndics ont longtemps communiqué qu'avec la copropriété, considérant le copropriétaire comme étant qu'un élément, et donc pas toujours digne d'intérêt. Les évolutions, elles doivent venir également d'abord du syndic. C'est-à-dire qu'avant d'aller parler aux copropriétaires, de leur dire il faut vous connecter, vous allez voir, la fille va vous apporter tout ça, il faut d'abord que le professionnel fasse l'effort, que le professionnel fasse l'effort de transparence. Alors aujourd'hui, encore, peut-être qu'après la loi Allure, mais ça c'est un débat qu'on a déjà eu tous les deux, les modalités économiques de l'exercice de ce métier feront que ça changera peut-être, mais en tout cas, aujourd'hui, les syndics professionnels ont une volonté de transparence et d'aller vers les copropriétaires. Alors, il faut pour ça créer des outils, c'est les extranets, c'est des choses que nous, on a mis en place il y a plus de 10 ans, donc on a par rapport à ça un certain recul. Par contre, avec ce recul d'extranet, on se rend compte que ce n'est pas pour autant qu'on a un extranet que les copropriétaires ont envie de l'avoir. C'est-à-dire quand on leur propose ce que chez nous, le e-Citia, qui est l'outil qui leur permet d'avoir accès aussi bien à leur compte qu'aux ordres de service, qu'aux contrats, à tout ce qu'ils peuvent toucher. Et pourquoi pas demain, effectivement, des liens avec les opérateurs qui interviennent en chaufferie ou en dépannage pour suivre le dépannage de leur ascenseur en direct. Finalement, on touche assez peu de monde.
Parce qu'on va rester sur d'abord parce que pour l'instant c'est encore un service qui est assez payant, parce que justement l'accessibilité à tout ça, la mise en place de ces outils a un certain coût. Et puis quel est le taux d'adhésion, on peut le révéler oh bah écoutez, il va être aux alentours de, il sera pas au-delà de 25%. Il sera pas au-delà de 25%. Et donc ça montre que finalement, il ne faut pas non plus aller monter des usines à gaz en imaginant Dreamland, ça va être merveilleux. On met ces outils à disposition. La fibre sera certainement un outil supplémentaire parce qu'on pourra, autour de cela, effectivement, raccorder beaucoup de choses et redonner encore de l'information. Mais un copropriétaire, il est pragmatique. Hein. Il veut vivre tranquillement. Il veut vivre dans la sécurité. Il veut être chauffé. Il veut avoir accès à sa télé, ça c'est un élément important. Hein. On se rappelle tous de 99, la disparition, j'en parlais tout à l'heure, mais après le passage de la tempête, quand même, on a consommé en une nuit 2 ans de production de mat d'antenne. C'est vrai que pour nous, syndics, les lendemains de tempête ont été un peu compliqués quand même, hein, parce que les gens se foutaient de savoir s'il n'y avait plus de toit. Ce qui les intéressait, c'était qu'il n'y avait plus d'images. Donc aujourd'hui, je pense que effectivement, la fiabilité qu'apportera la fibre par rapport à ça sera un élément de confort pour le syndic, parce qu'au moins, ça ne sera plus lui. Donc, pour en venir à cette extranet et cette transparence, je pense qu'avec le temps, ça va venir. On voit l'émergence de ces jeunes copropriétaires qui aujourd'hui reprennent en main la vie de leur immeuble, s'impliquent beaucoup plus qu'hier. C'est-à-dire qu'hier, on avait un rapport à la limite, le gestionnaire, son conseil syndical, son président. Et puis aujourd'hui, on voit que le gestionnaire qui se contente de donner de l'information qu'à son conseil syndical, il a toutes les chances un jour de se faire bouler, parce que va arriver un jeune copropriétaire qui va d'abord s'étonner que depuis 3 ans, 5 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans, comme on a parfois chez nous en province, la relation entre un prestataire et l'immeuble n'ait pas été remise en question, parce qu'aujourd'hui, on est dans une génération où on n'hésite pas, on va chercher le service, on se fout de l'opérateur. C'est-à-dire qu'on va basculer de l'un à l'autre selon une proposition, une offre, un prix, quelque chose qui va être intéressant et facilité par les lois sur la consommation. Donc on zappe d'un prestataire. Et donc aujourd'hui, ce que cherchent nos jeunes copropriétaires, c'est le service. Et donc beaucoup plus que le lien humain existe encore, mais il va aller chercher un service. Et puis il va aller chercher un prix. Il va aller chercher un prix. Ce qui l'intéresse, lui, un petit peu comme quand vous construisez, effectivement, c'est le coût. Le coût de tout. Pas que le coût de la prestation du syndic, mais le coût du chauffage, le coût de l'utilisation et de sa vie dans son immeuble. Et là, on va toucher le jeune, parce que c'est un aspect important, et on va toucher aussi beaucoup les copropriétaires anciens. Pourquoi ? Parce que la durée, heureusement, de vie de nos copropriétaires, au moins pour certains, s'allonge. Et ce que l'on imaginait, où le capital, où l'immeuble, il se fatigue, il vieillit, et les besoins en termes financiers d'un copropriétaire dans l'immeuble vont en augmentant. Qu'avant, il était qu'utilisateur. Aujourd'hui, il va falloir qu'il fasse des travaux. On a parlé de rénovation énergétique, d'accessibilité handicapée, de sécurisation des installations, parce qu'il est vrai qu'on voit de plus en plus de difficultés, de tensions dans les immeubles ou en dehors des immeubles. Donc, on veut se protéger. Donc, tout ça a un coût. Et donc, il va aller toujours dans cette recherche de coûts. Donc, pour en revenir à notre fibre, ça peut être un outil de mise à disposition d'informations. Il ne faut pas non plus aller trop vite, parce que nos copropriétaires, ils n'ont pas obligatoirement besoin de ça. Et souvent, c'est pour ça qu'il va falloir être très précis dans les explications, que nos gestionnaires sachent expliquer ce que va apporter ce service, et surtout expliquer le coût ou l'absence de coût. Parce que, effectivement, moi, je ne fais pas une assemblée générale sans de nouveau voter un nouveau diagnostic, une nouvelle contrainte, un nouveau truc. Donc, quand arrive la fibre là-dessus, il faut rassurer, parce que, pour une fois, au moins jusqu'à la connexion, ça sera gratuit. Merci Stéphane. Norbert Desmond. Oui, si vous permettez, juste, comme vous connaissez bien le président de ICAD Promotion, tous les promoteurs ne subissent pas le numérique, hein. Et notre président Hervé Manet, au contraire, a été toujours sensible à ça. Donc ça dépend aussi des individus. Et
je vais vous donner quelques exemples par rapport aux services. ICAD, à ce titre, connaissant bien les promoteurs, c'est vraiment une société qui est assez innovante, qui a déjà eu à lancer, quand on parlait tout à l'heure de mieux vivre dans la copropriété, qui a lancé un logement qui s'appelle Biome, déjà avec ce côté très intergénérationnel. C'est du 2 en 1, je vous invite à le regarder. Ça le mérite quand même de le souligner, on est le premier promoteur français à faire le paiement en ligne. Depuis le 26 septembre, on fait du paiement en ligne. C'est-à-dire qu'avant, on imaginait, vous voyez, on parlait de la fibre optique, on pensait que ce n'était pas possible de réserver sur Internet. Nous avons réservé notre première, donc c'est en France, c'est la première, le paiement en ligne depuis le 26 septembre. Donc on est vraiment dans cet univers où ça veut dire quoi? Alors dans les autres secteurs d'activité, c'est devenu un classique extraordinaire. Mais quand on est sur l'immobilier, ça veut dire dématérialisation, sécurité du paiement, archivage. Donc derrière, c'est très lourd en termes de back-office. Et en tout cas, ça marche. Et quand on va plus loin, parce que le client, lui, demande d'aller un peu plus loin sur son bien immobilier, c'est un bien d'une vie, un bien, plus maintenant, il change tous les 7 ans, c'est une moyenne. Mais enfin, en tout cas, au départ, ça doit lui faire rêver. Ben, qu'est-ce qu'il a besoin? On voit que maintenant, c'est un autre sujet qu'avait fait à la conférence Rent Hervé Parent sur le 3D, la visite virtuelle, comment on peut lui passer des vidéos. Donc nous, chez nous, aujourd'hui, maintenant, on est en train de travailler sur comment on va transmettre à nos futurs prospects déjà son chantier, la vie de son chantier. Donc l'étalement, comme un peu ce qu'avait fait le MUSEM, c'est-à-dire vous voyez l'évolution du chantier jusqu'à la fin. Ça veut dire derrière, ce qui est sensible pour le client, lui, il veut en fait que ça soit un bien-être et qu'il n'ait pas de soucis par rapport à son appartement. Donc on va lui assurer son suivi SAV. Vous savez, le SAV dans le neuf, ça existe quand même, ou les levées de réserve. Des fois, ça peut être pénible, très pénible. Le promoteur, c'est pas un magicien, c'est pas l'industriel. Et quand vous avez un appartement, les gestionnaires le savent un petit peu, les syndics. Ouais, c'est pénible. Et tout ça, c'est dans cette logique. Et là, on va plus loin, puisque c'est dans l'air du temps. Donc, c'est pas que le numérique ou la fibre, c'est dans l'air du temps, c'est l'autopartage. Nous, on a fait un test sur une opération à Lyon, où on a mis en place l'autopartage avec un constructeur lyonnais, aussi des constructeurs lyonnais, qui font des voitures électriques, et on l'a mis en test sur une opération. Les gens ont été très sensibles à ça. Donc on est en train de concevoir, et je pense qu'on sera début semestre 2014, un hub ou une plateforme dans laquelle on va retrouver ces différents niveaux de service. Et Christian, vous l'avez bien résumé, c'est un lieu de vie dans lequel je vais avoir l'autopartage, une voiture électrique ou un vélo électrique, je verrai le suivi de ma gestion, évidemment que c'est une évidence, je vais avoir la visibilité si je ne l'ai pas encore acheté de mon appartement, donc je suis dans un autre univers. Voilà, donc ICAD, parce que vous l'avez dit, les promoteurs peuvent subir, c'est vrai, mais en même temps, on peut avoir du plaisir à le faire parce qu'il y a un Philippe qui parlait, c'est une époque formidable, et je crois qu'on vit une époque formidable. Alors vous avez vu que... Vous avez vu que Norbert Desmar, après avoir validé le thème de ce colloque, a validé le casting et le choix d'ICAD. Ce n'était pas tout à fait innocent. En effet, il ne nous échappait pas que Hervé Manet et ICAD avaient une avance sur le sujet. Y a-t-il des interventions rentrées, comme j'ai dit tout à l'heure, de la part de tel ou tel? Alors je vous remercie infiniment.